Elle est présidente exécutive d'Euro-RSCG Worldwide. Elle est directrice générale d'Avas, mais aussi présidente d'honneur de l'association des diplômés HEC. Rien que ça, vous l'avez tous reconnu. On la remercie pour son soutien. Je vous demande d'applaudir Mercedes Hera. Voilà Mercedes. Je vous invite. Vous préférez vous mettre au pupitre ou pas grave. au milieu? Mais j'ai ce qu'il faut. Ah, bah, c'est magnifique. Non, voilà. Vous voyez? Voilà. Donc, Je vous laisse ma place, comme vous le souhaitez, vraiment ce qui vous arrange. Mettre là. Vous pouvez vous asseoir, rester debout. Bonjour. Marche. Donc, on m'a demandé aujourd'hui de faire une introduction à votre journée. Et cette introduction porterait sur l'influence. L'influence aujourd'hui, vaste sujet. Et j'avais pas envie de vous faire un discours, c'est-à-dire de me mettre au pupitre et de vous lire un papier. Donc, ça va être un peu plus désordonné, mais en tout cas vivant. Surtout ce matin où j'ai du mal à me réveiller. Mais ça, je vais me réveiller très vite. Alors, c'est un sujet important, je trouve, pour nous tous, cette notion d'influence, parce qu'on est à un moment extrêmement particulier. Alors, c'est d'autant plus particulier que ce matin, il y a un événement plus important que nous, et que c'est aussi un événement emblématique que la disparition de Steve Jobs. Et ce moment-là, il dit quand même ce qui est derrière ces mouvements, ces changements. Vous savez, quand on demande aux jeunes qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui a changé, pour eux, ce qui a changé, c'est la communication. Pour eux, ce qui a changé, c'est leur façon de parler au monde. Pour eux, ce qui a changé, c'est les frontières. Pour eux, ce qui a changé, c'est qu'ils sont passés dans une époque où ils regardent malgré tout tous nos livres de façon étrange. J'avais déjà eu un indicateur avec mon propre fils qui, lorsqu'il avait 16 ans, m'avait dit je vais déménager ma chambre. Je m'étais dit bon, pourtant je l'avais bien installé, je m'étais appliquée comme maman, je suis parfaite. Et ça n'a pas été son point de vue. Et j'ai vu bouger en effet le lit. Et je me suis dit c'est bizarre, il met le lit au milieu de la chambre. Ça occupe un peu de place. Mais il m'a expliqué très très vite pourquoi le lit était au milieu de la chambre, c'est qu'il voyait l'écran tout le temps. Ah oui, tu vois l'écran tout le temps. Et on n'a pas la même vie. Ces garçons regardent l'écran tout le temps et moi je regarde les gens tout le temps. Donc ça change le monde, ça crée une différence très forte et c'est probablement ça qui est un des mouvements les plus importants et qui va changer notre monde de l'influence. Et qui va le changer profondément. Parce que ça veut dire que les gens se parlent, ils se sont toujours parlé les gens, rien n'a changé, les gens n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est qu'ils se parlent plus nombreux et que leur mode d'action, leur lien est plus fort et qu'ils peuvent réagir à tout ce qu'on raconte de façon plus importante. Et que dans les révolutions politiques, parce que je ne pense pas qu'ils se passionnent totalement pour nos publicités ou pour nos délires d'hommes de marketing, mais en revanche, sur les enjeux importants politiques, ils interviennent et ils interviennent lourdement par ces canaux-là qui deviennent des vraies armes de combat. Toute la révolution qui s'est passée en Tunisie, tout ce qui s'est passé récemment, nous fait dire sans arrêt à quel point le monde a changé, en tout cas, dans la participation des gens au monde. Et dans ce contexte-là, on est tous à réfléchir à comment on communique, qu'est-ce qu'on fait, comment on influence. Je vais vous dire des choses que je trouve plus importantes que jamais. C'est-à-dire, je ne crois pas du tout que l'enjeu numéro un de toutes nos réflexions, ce soit de penser le digital. Je pense que ce que les gens attendent de plus en plus de nous, c'est de penser le fond. Au-delà de cette problématique de l'Internet et du mode de communication mondial qui a changé, il y a autre chose qui a changé.
Et nos études sont assez étonnantes parce que tout se passe comme s'il y avait un mouvement parallèle. Il y a ce que vous entendez dans les télés, ce que vous entendez par la parole publique, par les politiques, et il y a ce que disent les gens. Par exemple, en ce moment, vous entendez qu'il y a bientôt une nouvelle crise. Au mois de juin, on était très très optimiste. C'était une explosion positive. 3 mois après, il y a une nouvelle crise. Ben, les gens, ils n'ont pas pensé qu'il y avait une explosion positive et ils ne pensent pas qu'il y a une nouvelle crise. Ils pensent qu'on est en crise depuis longtemps. Et lorsqu'on regarde leurs pensées, finalement, depuis 3 ou 4 ans, dans le monde, on trouve des indications qui sont très importantes et qui doivent aussi changer notre mode sur l'influence et notre façon de faire de l'influence. Et ce que l'on trouve, c'est que le monde tel qu'il va, il pense que ça ne va pas. Globalement, ils pensent que ça ne va pas. Et je ne parle pas que des Français. On parle aussi des Américains. On parle de l'Europe. Même les Chinois, qu'on dit beaucoup plus positifs, parce que dans une situation plus positive que la nôtre, en tout cas avec une vision du futur plus avenante, même chez les Chinois, il y a des indicateurs de questions et d'interrogations. Et ces questions, elles portent sur « on est dans un modèle qui arrive à sa fin ». Ce modèle de consommation, on a été porté finalement, notre seule spiritualité a été une spiritualité de consommation. Et par rapport à cette spiritualité de consommation, là où on est aujourd'hui, ça va être difficile de continuer. Parce que ça ne va pas continuer. L'Europe le sait bien. Les gens, ils ont exactement la même qualité d'analyse qu'Arthur Andersen, que McKinsey, la même qualité d'appropriation, de compréhension de ce qui va se passer dans 5 ans ou 6 ans. Ils savent qu'il y aura moins de ressources. Ils savent qu'il y aura moins d'argent. Et dans ce contexte-là, ils ne pensent pas qu'il faut déprimer uniquement parce qu'il y aura moins d'argent. Ils pensent qu'il faut inventer des valeurs qui permettent de vivre différemment. Et toutes les valeurs autour de l'écologie, autour du retour à une forme de simplicité, le modèle de simplicité comme un modèle fort, autour du fait de calmer la vie, de la ralentir, autour du fait de vivre différemment, ça fait 4 ans qu'ils en parlent, que ça monte sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et pendant ce temps-là, nous, les gens d'influence, on s'intéresse aux articles qui sortent tous les jours dans le FIG, dans les pages roses, dans le Monde, encore quand on est un peu plus ouvert, dans l'IB à la limite. Et ça, c'est notre microcosme sur lequel on se dit voilà ce qui se passe, voilà l'actualité. L'actualité aujourd'hui, ce n'est pas l'actualité des gens, c'est l'actualité d'une toute petite zone de gens qui se passionnent pour leur propre influence. Quand on parle d'influence, je pense qu'il va falloir revenir à des sujets plus de fond. L'influence, ce n'est pas la petite influence et ce n'est pas l'appel des journalistes. Et ce n'est pas ce qui est en train de se faire en pensant que c'est ça qui va influencer le monde. Les gens nous demandent bien au-delà de ça. Ils nous demandent 3 choses, et c'est sur ça que je voudrais insister sur le matin. Ils continuent à nous demander du sens, qu'on explique, comprendre à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on fait de nos marques quand on parle marque, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut apporter. Ils continuent à nous demander du concret, du service, de la relation, de la capacité d'être en lien avec eux, de la modestie, des preuves quand on parle. Et ils nous parlent d'une 3e chose qui nous complique la vie, c'est qu'ils ne cessent de nous parler de corporate, c'est-à-dire de comportement d'entreprise, et non plus de comportement de marque. Ils nous parlent d'entreprise, d'entreprises qui se conduisent bien ou ne se conduisent pas bien. Et c'est en lien d'ailleurs avec leur propre notion de moralité. De plus en plus, ils nous disent qu'ils ont envie, qu'ils auront envie de plus en plus d'acheter des choses aux gens qu'ils trouvent bien, qui se comportent bien. Vous avez peut-être vu les indicateurs de confiance qui sont tombés en France sur la confiance générale, la valeur confiance, qu'est-ce qu'elle devient? D'abord, c'est une valeur à la fois très importante. La confiance, c'est ce qui permet à l'autre d'avancer.
C'est bien le problème de l'éducation française. Quand vous faites confiance à un enfant, il y a plus de chances que ça se passe bien que pas confiance. Quand vous faites confiance aux gens qui vous entourent dans une entreprise, ça se passe mieux quand vous ne faites pas confiance. Les Français pensent que la confiance est très importante, mais ont du mal à donner cette confiance. Ils la donnent à 90%, ils disent qu'ils ne font plus confiance aux politiques. Ils ne font pas plus confiance aux syndicats, à 70%. Et les entreprises, on est au milieu du gué, 50% leur font confiance, 50% ne leur font pas confiance. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on est dans un monde où l'entreprise, on lui fait quand même plus confiance que les syndicats et le politique. Donc on a un rôle qui va être un rôle très important, c'est de reconstruire de la confiance. Et pour eux, la confiance, aujourd'hui, elle est plus compliquée qu'une simple valeur de marque. Elle est une valeur d'entreprise, elle est une valeur de comportement. Ils demandent à une entreprise d'être un lieu différent. Ils nous disent que, bien évidemment, le profit est clé, mais qu'une entreprise, ce n'est pas fait que pour faire des profits. Une entreprise, c'est fait pour faire travailler des gens, donc ils vont nous demander des éléments sur le comportement des gens. Une entreprise, c'est fait pour inventer, pour le travail, c'est-à-dire pour produire des belles choses. Et c'est le retour de l'intérêt pour ce qui est construit, pour le concret, pour les produits, pour l'entreprise elle-même, pour les outils, pour l'artisanat, pour ce qui est réellement construit. Regardez la passion des gens quand on leur permet de visiter des lieux qui font des choses. Et on est sur un monde un tout petit peu différent. Donc, quand on est sur ces notions d'influence, je pense qu'on va quitter le monde de la petite influence pour aller dans un monde de grande influence. Et le monde de la grande influence, on est à une époque où on pourra questionner la façon dont on travaille en marketing et en pub. Et c'est bon pour les marques, et c'est bon pour les hommes politiques, et c'est bon pour tous ceux qui communiquent aujourd'hui. Qu'est-ce que demandent les gens? Ils demandent qu'on exprime mieux vers où on va, qu'on soit plus clair et qu'on ait un projet. Ils demandent un lien plus fort entre la vérité de ce que nous faisons, la réalité de ce que nous faisons, pas le marketing de ce que nous faisons, la vérité de ce à quoi nous croyons, pour leur proposer un regard sur quelque chose. Est-ce que la communication va être moins importante? Non. Communiquer, c'est le propre de l'être humain. Parce que vous avez déjà vu un projet qui passe sans être communiqué. Même avant, vous savez, on disait le silence est d'or. Moi, je crois que le silence aujourd'hui n'est pas d'or. Il n'est pas d'or parce que si vous n'exprimez pas ce que vous faites, les gens ne le savent pas et ils ont besoin de savoir. Ils veulent de la transparence. Vous les avez vus, ils parlent sans arrêt sur Internet. Ils parlent sans arrêt. Ils veulent entendre. Ils veulent ce dialogue. Mais ils veulent un dialogue qui est une forme de vérité. Et pas une vérité venue d'un regard, un point de vue, un courage, un acte. Et là, je pense qu'on est à une époque où le marketing va être modifié. De plus en plus, j'ai tendance à dire aux entreprises, pourquoi vous vous levez chaque matin? Pourquoi vous allez au boulot? Pour faire quoi? Vous fabriquez quoi? Vous faites quoi? Vous rendez quel service? Quel service aux gens? Qu'est-ce qui vous excite en arrivant là? Pas uniquement le fait d'accumuler de l'argent. Vous faites autre chose. C'est quoi votre job? Et c'est ça qui passionne les gens. Ce qui passionne les gens, c'est le regard de fond sur son activité propre. Les hommes politiques, qu'est-ce que demandent les gens? Les projets et la clarté du projet. Ils peuvent se gourer dans les projets, mais la clarté du projet. Je pense qu'on va aller vers une époque où ils vont nous surveiller de près. Les consommateurs, les gens, car heureusement ils ne sont pas que consommateurs, les gens sont bien plus intelligents qu'on imagine et vont vérifier, vont être exigeants, de plus en plus exigeants. Cette exigence, elle implique que les discours, que ce soit ceux qui viennent sur les marques, que ce soit ceux qui viennent sur les entreprises, que ce soit des discours issus des classes politiques, racontent
un point de vue sur le monde. Ça peut être un petit point de vue, ça peut être un grand point de vue, mais c'est un point de vue auquel on croit. Et demande qu'on le transmette avec le plus de talent possible, mais qu'on transmette son point de vue. On est dans une période où ça bouge. Et ça bouge vers une influence plus intéressante, plus mature. Et je crois beaucoup que ce mouvement-là, on le pressent, on l'a en indication dans les têtes des gens, alors que le monde qui nous entoure oublie d'en parler. N'oubliez jamais que même si vous réfléchissez des heures aux médias, si vous n'avez rien à dire, peu importe les médias, vous n'avez rien à dire. Et que c'est ce qui est dans le fond qui est le plus important. Et que plein d'exemples aujourd'hui en publicité où quand les gens veulent bien vous aider, veulent bien aider une marque, c'est une histoire formidable. Alors que quand ils sont finalement simplement poussés sans arrêt pour amener à l'achat, etc., ils ont une réaction beaucoup plus réticente. Il faut les rendre acteurs de nos actes à nous, et pour ça, il y a un enjeu de modification de l'influence. Ce que je voulais vous dire ce matin, c'est des choses aussi simples que ça, c'est-à-dire, on est à un moment où repassons ensemble du temps sur ce à quoi croient les gens, ce qu'ils attendent. Vous avez vu les chiffres de lien avec la publicité, de relation avec la publicité. Quelle image a-t-on donné de notre métier pour que 80% des Français trouvent que ce n'est pas intéressant la publicité? La publicité, c'est jamais que la communication nécessaire des entreprises, la communication nécessaire des organismes publics, la communication nécessaire. On a donné une image d'embrigadement. Et je pense qu'ils nous mettent là, ils interrogent en ce moment le sens, et on n'est pas dupe. On sait que quand on n'en fait pas, on ne vend pas. Donc, quoi que disent les gens, il faut retrouver avec eux un lien, quelque chose de puissant, et peut-être revenir sur le fond de ce à quoi ils croient aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas proposer un monde sans sens aux gens d'aujourd'hui. On ne peut pas simplement leur dire qu'ils sont là pour consommer plus et que c'est ça notre histoire. Je voudrais conclure par un mot que j'adore et qui est le mot « utilité ». Il nous demande d'être utile dans notre parole, de dire ce à quoi on sert, de raconter en quoi on peut être utile. On n'est pas obligé d'être utile que dans le devoir. Faire plaisir, c'est utile. Mais ils ont besoin de comprendre cette utilité-là. Et ils ont besoin de remplir de sens un monde qui ne se construit plus tout seul, qui n'est plus sur une évidence, qui est un monde plus passionnant, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas gagner plus, qu'ils ne vont pas avoir plus, et que pourtant, il va falloir qu'ils soient aussi heureux qu'avant. Donc, qu'est-ce qu'ils vont construire comme monde de demain? C'est pour ça que je crois qu'on a en fait beaucoup de chance, parce qu'on est à une des périodes où on réinterroge la façon dont nous faisons la communication partout, dans nos métiers, dans nos agences, partout. On réinterroge les choses qui sont fondamentales pour les gens et pour les consommateurs. Qu'est-ce qui est clé? Qu'est-ce qui est fondamental? Qu'est-ce qu'on doit leur dire d'important? Et on réinterroge une autre chose, c'est concentrons-nous sur la notion de belle influence. La belle influence, pour moi, c'est d'abord une influence qui n'est pas concentrée sur un petit milieu, mais qui est vaste, qui est large, qui est puissante, qui est généreuse, et qui permet aujourd'hui, par les moyens de communication qui nous sont apportés, par l'ouverture extraordinaire de ces moyens de communication, de parler à chacun et de proposer à chacun un chemin qu'il peut prendre si ça lui convient. Et le si ça lui convient est complètement clé. Donc, beaucoup de pression dans la compréhension de l'inquiétude des gens
de ce qu'ils sont en train de chercher et beaucoup d'enjeux à leur proposer quelque chose qui soit plus du registre de la vérité, vérité d'une entreprise, angle d'une entreprise, angle vérité d'un homme politique, vérité d'un point de vue. C'est un peu ça aujourd'hui qui nous est demandé pour reconstruire ce mot qui est un mot-clé, confiance. Et dans ce registre-là, vous qui êtes pour beaucoup des gens d'entreprise, je pense que l'entreprise peut avoir un rôle clé, celle de parler avec une parole plus large, puisque aujourd'hui, les gens considèrent qu'une entreprise, ce sont des produits, ce sont des gens, et c'est une relation avec l'environnement. Et c'est ces trois choses qui vont faire les marques, les très belles marques. Et la France a de très très belles marques qu'elle a à construire. Donc, soyons optimistes sur cela. On est dans une période plus intelligente que la période d'avant. Merci. Mercedes, avant de vous laisser partir, elle est formidable, Mercedes Serra, parce que vous avez aussi des yeux dans le dos, vous avez répondu à beaucoup des questions qui vous étaient posées en live pendant votre prestation, notamment sur la confiance. Je ne pouvais pas vous laisser partir sans vous demander un mot juste suite à la disparition de Steve Jobs. Beaucoup de questions qui vous demandent votre réaction, donc en quelques mots si vous le pouvez. Parler d'homme d'influence, de belle influence. Je pense qu'il nous a appris beaucoup de choses. Il nous a appris la puissance des idées. Il y a très longtemps, moi, quand j'ai commencé la pub, j'ai commencé avec Steve Jobs, finalement. Je me souviens très bien, c'était déjà une histoire invraisemblable d'un type qui racontait des points de vue sur le monde. Vous vous rappelez, il racontait à l'époque, c'est encore un point de vue assez étonnamment moderne, il racontait que ce n'était pas les machines qui étaient censées mener l'homme, mais l'homme les machines. Et qu'il fallait juste libérer tout ça pour permettre aux gens d'avoir une parole. Et ça, c'était déjà un engagement extraordinaire. Et la deuxième chose, c'est qu'il a aussi inventé quelque chose qui est complètement dans le monde d'aujourd'hui. On vit pas qu'avec une parole. Quand je dis parler, parler, mais on parle de multiples façons. Dans mon agence, on est une agence Apple, c'est-à-dire une agence résistante qui n'a pas voulu, par rapport à son groupe, aller vers du rationnel, du fonctionnel. On a mis des Apple. Et pourquoi on a mis des Apple partout? Pour deux raisons. Parce qu'on est une agence de l'esthétique, on pense que le design, c'est clé, et qu'on ne peut pas faire manger du beau ou du lait à des gens de façon indifférente. Donc on se dit, si on leur met du beau, ils vont être plus brillants, ils vont faire de plus belles campagnes. Et je pense qu'avant l'heure, il avait compris ce que voulait dire design, fonctionnalité et esthétique. Et deuxièmement, parce qu'il a tellement introduit des idées que nos créatifs sont persuadés que s'ils n'ont plus leur Mac, ils seront moins créatifs. Et ça, comme ils en sont sûrs, je ne veux pas remettre en cause ça. Donc, Steve Jobs, on lui doit beaucoup, beaucoup. Bon, merci beaucoup Mercedes Serra, présidente exécutive d'EuroRSCG Worldwide. Merci beaucoup Mercedes, vous restez avec nous.